Très chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter, échanger à propos, cette fois-ci, de dimension géopolitique. Parce que nul n'ignore que c'est la géopolitique qui tire les ficelles de la politique au niveau mondial. L'alignement que certains font par rapport à des puissances coloniales a déterminé le sort de leur peuple. Malheureusement, le Sénégal qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, en a été victime pendant longtemps parce qu'ils ont connu un président, le premier président qu'ils ont connu a été quelqu'un qui était un Français, peau noire, masque blanc. Senghor était un Français, s'est aligné sur la France. Pour le référendum même, il a refusé l'indépendance. Mamadou Dia lui reprochait comment ose-t-on refuser l'indépendance. C'est pourquoi il s'est débarrassé de Mamadou Dia. Bon, bref, maintenant, pour la géopolitique au niveau mondial, je ne peux pas commencer géopolitique, ça veut dire politique mondiale. Les relations politiques, etc., économiques mondiales. On ne peut pas commencer sans, bien entendu, aborder le problème palestinien. J'aborderai le problème palestinien très rapidement avant de passer au problème de la guerre russo-ukrainienne, certains préfèrent dire russo-otanienne. Bon, ce qui s'est passé en Palestine, à Gaza ce week-end, pour les informations que nous avons reçues de Gaza, où l'armée israélienne est intervenue en se servant de blocs humanitaires américains, d'un camion humanitaire, entre guillemets américain, pour entrer à Gaza, faire une offensive, attaquer, se couvrir, se servir de ces camions-là comme en quelque sorte bouclier et attaquer Gaza afin de libérer 4 otages et massacrer 274 Palestiniens. Mais c'est inadmissible. Israël ose le faire et peut le faire parce que Israël, c'est le porte-avions américain au niveau du Moyen-Orient. Ils osent se permettre de faire ce qu'ils veulent, toute cette impunité, parce qu'ils ont le soutien des États-Unis. Et les États-Unis s'en fichent royalement de ce que c'est que la loi, la légalité, la justice, les droits humains, les souffrances et autres, parce que même les États-Unis, depuis qu'ils sont États-Unis, ne font qu'infliger souffrance partout à travers le monde. Ils l'ont fait avec la guerre du Vietnam en massacrant plus d'1 million de Vietnamiens. Ils l'ont fait avec leur coup d'État où ils ont renversé Salvador Allende qui était président chilien à la suite d'élections légitimes. Mais bref, Israël a osé faire ça. Parce que Israël dépend des États-Unis et les États-Unis soutiennent Mordicus des Israéliens. Joe Biden, lors de son déplacement à Israël après les attentats du 7 octobre, lors desquels le Hamas et les autres Palestiniens épris de justice et nationalistes ont attaqué Israël, qui est qu'un agrégat de colonies, desquelles ils ont chassé des Palestiniens, pour que la question palestinienne revienne à l'ordre du jour au niveau international. Mais lorsque les Hamas et les PF, comme on dit encore, Popular Front for the Liberation of Palestine, le Front populaire pour la libération de la Palestine, la Djihad islamique aussi pour la libération de la Palestine, toutes ces organisations-là ont fait partie de cette révolte du 7 octobre, qui est un jour exceptionnel à présent dans le calendrier palestinien, qui doit l'être aussi dans le calendrier arabe et dans le calendrier de tous ceux qui sont épris de justice. Bref, Joe Biden s'est rendu là-bas en disant que oui, ils soutiennent les Israéliens. Quand même, les Israéliens ont lancé un missile sur l'hôpital Baptiste. Ils ont dit que oui, ils ont compris. C'est pas les Israéliens qui ont lancé, c'est les gars de Hamas. C'est le débris d'un missile de Hamas là qui est tombé dessus. Mais Israël se permet tout cela parce qu'il y a les États-Unis et l'Occident qui soutiennent Israël. La France soutient Israël. L'Angleterre, le Royaume-Uni soutient Israël.
L'Union européenne soutient Israël. L'Union européenne qui est le seul coin où se trouve le jardin et qui est assailli par la jungle soutient Israël. C'est du racisme dont ils ont fait preuve les colons depuis qu'ils sont colons, depuis qu'ils ont pays colonisateurs, depuis qu'ils ont été colons, depuis qu'ils ont organisé la traite négrière, prend preuve du même racisme vis-à-vis de tout ce qui n'est pas race aryenne, race blanche. C'est pourquoi Israël peut massacrer autant de Palestiniens qu'ils voudront. Ce n'est pas ces colons qui vont râler, au contraire. Ils sont contents de cela. Ils se frottent les mains. On a même entendu des journalistes de la BBC attaquer Barghouti en disant que, ouais, en tout cas, ce n'est pas ce que dit le gouvernement israélien. Les statistiques du gouvernement israélien ne font pas état de ça. Toute la presse mainstream occidentale soutient Israël, puisque jusqu'à la plupart aussi de leurs donateurs ou bien même leurs propriétaires sont des juifs, sont des sionistes, excusez-moi, israéliens. Attention, je vais faire une précision ici et que c'est normal que nous fassions cette précision. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Les Israéliens, l'État israélien est un État juif, mais la politique que les Israéliens mènent est une politique contraire aux sentiments et aux désirs de beaucoup de juifs à travers la planète. Beaucoup de juifs à travers la planète sont contre la politique qu'est en train de mener Israël au niveau de la Cisjordanie, comme au niveau de Gaza, comme au niveau de Liban. Beaucoup de juifs aux États-Unis disent ils disent même, ils ont une association not in our name. Ne le faites pas. Ne vous servez pas de notre nom pour faire ces massacres. Il y a même beaucoup de juifs aussi qui sont en Angleterre qui sont contre la politique qu'est en train de mener l'État zioniste israélien. Mais il y a énormément d'intellectuels juifs aussi qui sont aux États-Unis, en Europe. Je ferai allusion à Norman Finkelstein, qui est un juif américain dont les parents avaient été emprisonnés et torturés dans les camps de concentration de Hitler, mais qui est un défenseur ardent, indéfectible de la cause palestinienne. Ray Segal, qui est un juif aussi, un professeur de droit international, qui est un juif israélien, juif américain, mais qui est contre la politique israélienne. Il y a même des juifs qui sont à l'intérieur du palais d'Israël, qui sont en Israël, même s'ils ne sont pas nombreux là-bas, qui sont contre la politique qu'est en train de mener l'État israélien. Il y a même un député juif qui était membre du Parlement israélien, Knesset, je crois, qui avait soutenu, était sorti à la télévision pour défendre le fait que l'Afrique du Sud porte plainte au niveau de la Cour internationale de justice, pour soutenir la plainte sud-africaine. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans les confusions. Il y a énormément de juifs qui sont contre la politique qui est en train de mener Israël. Énormément de juifs qui sont contre de façon ardente. Et même il y a un journal israélien, Haaretz, qui est un journal de truc où souvent il dénonce souvent ce que fait le gouvernement israélien, et depuis des années. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion sur ce point-là. Ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir le peuple palestinien. Nous voyons que, je suis content, moi, en tant que gauchiste, de voir que la plupart des États où il y a des dirigeants d'extrême gauche qui sont au pouvoir, soit ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël, soit n'en avaient pas. Cuba n'a jamais eu de relation avec Israël. Cuba. Ou le Venezuela, depuis que le coup d'État de l'autre, depuis que l'autre était au pouvoir, comment il s'appelle là, il est décédé depuis longtemps là, mais bon, Hugo Chavez et les Maduro n'ont pas voulu avoir de relations avec Israël, de relations diplomatiques avec Israël. De même que le Nicaragua, depuis que les sandinistes ont pris le pouvoir au Nicaragua, ils ont rompu. Ils ont arrêté de traiter avec Israël. Malheureusement, ce sont des pays arabes comme la Jordanie et autres là, la Jordanie, l'Égypte et d'autres pays, Oman, Bahreïn, qui ont des relations diplomatiques avec Israël. Tout honte pu. Mais heureusement qu'il y a les Houthis qui, avec des armes qui leur ont été délivrées ou bien qu'ils ont conçues eux-mêmes, attaquent, ont bloqué l'approvisionnement, en bonne partie l'approvisionnement d'Israël par les bateaux qui passaient par la mer Rouge.
Nous nous en félicitons du courage et de l'altruisme qu'on s'est outil. Ils ont même envoyé, ils ne sont pas parvenus à couler, mais ils ont envoyé un obus qui a touché le Dwight Eisenhower, qui est un porte-avions américain qui était en train de patrouiller au niveau de la mer Rouge. Les Américains le contestent, mais c'est un fait. Le Hezbollah aussi, au nord d'Israël, est en train de mener une bataille terrible contre l'armée israélienne. Ils ont incendié énormément de fermes et de bois même qui étaient autour de ces colonies qui sont au nord d'Israël. Et même le Golan syrien, les plateaux du Golan syrien qu'Israël a annexé, cherche à annexer, subissent le même sort du fait de l'axe de la résistance qui est logé aussi en partie en Syrie. Cela dit, la Cour pénale internationale qui n'avait pas hésité une seconde lorsque la Russie avait envahi l'Ukraine pour émettre un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Cette Cour-là, malgré tous les massacres, il y a 37 000 personnes qui ont été massacrées en Israël. 37 000 qui ont été massacrés, plutôt pas en Israël, excusez-moi, à Gaza. Et la Cour pénale a attendu des mois et des mois pour faire une demande afin de pouvoir arrêter les Netanyahou et son ministre, je ne sais plus comment il s'appelle, Gansou. Et il cherche toujours à jouer, à faire de l'équilibrisme, même pas de l'équilibrisme, en tentant de se tenir à égale distance, à équidistance, comme aiment dire les mathématiciens, de Hamas, des gens qui sont opprimés à Gaza, et des oppresseurs que sont les Israéliens. Ils les mettent dans le même sac. C'est ça leur Cour pénale internationale. De toute façon, la Cour pénale internationale fait partie des organes créés par les Occidentaux. Ça fait partie des organes de Bretton Woods comme les FMI, la Banque mondiale, toutes ces histoires-là. Hein? C'est des organes qui ont créé les Occidentaux, le statut de Rome, ces histoires-là. Même les Occidentaux, les Américains disaient que la Cour pénale internationale, ils ont dit it's for Africa and thugs like Putin. Ça, c'est pour l'Africain, c'est pour emprisonner des Africains et des voyous comme Poutine. Et je me rappelle, un ministre gambien même disait que c'est la Cour internationale de justice, la Cour caucasienne internationale. Bon, bref. Ce procureur Khan, qui est un Pakistanais, anglais d'origine pakistanaise, bref, il a cédé tout le temps devant les Anglais et les intérêts des Occidentaux. Maintenant, c'est maintenant, de guerre lasse, après qu'on a eu à assister plus de 36 000 morts palestiniens à Gaza, qu'il envoie il n'a pas encore envoyé, il a demandé de pouvoir envoyer, une demande d'arrêt pour le premier ministre Netanyahou, un de ses ministres, et le reste, 3 éléments de Hamas. Les gars du Hamas ont eu tort d'avoir voulu résister, ce qu'on nous fait comprendre. Mais, cela dit, maintenant nous allons passer au problème de la guerre russo-ukrainienne. Pour pouvoir comprendre, il est difficile de comprendre cette guerre parce que c'est pas l'Ukraine, à part la Russie qui fait plus de 17 millions de kilomètres carrés, l'Ukraine c'est le second pays le plus vaste d'Europe qui fait autour de 650 000 kilomètres carrés. Donc c'est pas un petit pays. Et rien que la ligne de front s'étend sur plus de 1200 km. La ligne de front. Donc pour comprendre cela, il ne faut pas comprendre que la Russie attaque l'Ukraine sur un front de 1200 km. Que cela soit clair. Et que le problème qu'après d'ailleurs ce conflit russo-ukrainien, c'est lié à quoi? L'extension ininterrompue de l'OTAN. George Bush père avait fait une promesse à Gorbatchev en disant que non, il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN si l'Allemagne de l'Est revenait dans l'escarcelle de l'Allemagne fédérale, de la RFA. Ce qu'ils ont constaté, c'est que c'est tout le contraire de ce que l'OTAN avait promis qui se réalise. Tous les pays du pacte de Varsovie sont dans l'OTAN.
Et l'Ukraine, maintenant qui faisait partie de l'Union soviétique, elle-même allait faire partie, basculer dans l'OTAN. Et quoi? Qu'est-ce qu'on aurait? Des missiles de l'OTAN qui seraient à 3 minutes de Moscou, qui est la capitale de la Russie. Inadmissible pour la Russie, ça c'est inadmissible. Les États-Unis en 1962 avaient refusé cela lorsque les Russes avaient envoyé des missiles. On voulait envoyer des missiles à Cuba. Ce qu'ils avaient refusé aux Russes, ils veulent que les Russes le tolèrent. Le leur tolèrent actuellement. Ce que il n'est pas question, c'est une question de sécurité. Même William Burns, qui est l'actuel chef de la CIA, qui fut ambassadeur des États-Unis en Russie, a bien envoyé un câble à Washington en leur disant que Nyat means Nyat. C'est ce que les Lavrov lui ont dit. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, lui avait dit que Nyat means Nyat. C'est-à-dire non signifie non. Qu'il n'est pas question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, ça les Russes ne peuvent pas l'accepter. C'est un Nyat catégorique. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Yanukovych, qui était le président ukrainien, qui avait été élu de façon légitime, a été renversé par un coup d'État organisé par l'OTAN. Un coup d'État derrière, dont, comment elle s'appelle encore, celle qui a été remerciée l'autre jour, qui était secrétaire d'État chargé de je ne sais plus quoi, Victoria Nuland. Mais ils ont renversé les Yanukovych et ils ont imposé des présidents comme les Poroshenko et autres. Et leur objectif de l'OTAN, c'était de faire qu'il y ait une armée solide en Ukraine qui puisse menacer la Russie. Ils ont formé toute une armée. Ils leur ont donné des moyens, ils leur ont donné des armes, ils les ont formés, etc., etc. Ils ont construit énormément de fortifications à travers l'Ukraine. Des fortifications pour l'armée ukrainienne. Mais c'est des Russes à qui on avait refusé l'usage de leur langue au niveau des écoles, au niveau de l'Ukraine. Ils utilisaient leur langue avant et on se réveillait en position et dit non, plus dans la langue russe. Vous étudierez tous en langue ukrainienne. Ils n'avaient plus de droit, ces Russes se sont révoltés eux-mêmes. Les russophones, les populations russophones de l'Ukraine. Et Yanukovych qui a été renversé, c'est un russophone. Bref. Mais les Russes ont dit que ça, il n'en est pas question. Ils ne peuvent pas accepter cela. En 2014, ils ont annexé la Crimée d'ailleurs qui faisait partie. La Crimée. Puis, ils sont en train, en 2022, le 24 février 2022, ils ont décidé d'envahir l'Ukraine. Puisqu'avant cela, en décembre déjà, il avait envoyé lui, Vladimir Poutine, des propositions pour comment gérer le cas de l'Ukraine. Joe Biden lui renvoie cela en disant que l'Ukraine est un État souverain et décide souverainement de son appartenance à l'OTAN ou pas. C'est ce que aussi Boris Johnson, le Premier ministre britannique, là aussi disait. Ils ont envahi. Quand maintenant les Ukrainiens se sont rendus compte que les Russes étaient pratiquement aux portes de Kiev, ils ont voulu négocier en négociant via la Turquie. La Turquie était le médiateur. Il y a eu des propositions d'accord à Istanbul. Et c'est les États-Unis et Boris Johnson personnellement qui s'est déplacé, qui a dit que ne signez pas ces accords, on doit vous donner des armes, continuer la guerre. Donc ils vont continuer la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais depuis lors maintenant, les Russes sont passés à ce qu'ils appellent une seconde phase de leur guerre, qui est maintenant the meat grinder, comme ils l'appellent. Autrement dit, le hachoir à viande. Meat pour viande, grinder, ça veut dire hachoir à viande. Leur objectif n'était plus l'Ukraine, le Kiev, qui était la capitale ukrainienne. Mais leur objectif maintenant, c'est de récupérer, c'est de détruire l'armée ukrainienne. Leur objectif, ce n'était pas de conquérir des territoires, c'était de détruire les capacités de l'armée ukrainienne progressivement. Ce qu'ils ont appelé hachoir à viande. Ils ont construit de l'île Surovikin, qui est une merveille militaire. Cette fortification-là, je n'ai pas le temps de débattre sur les avantages qu'offrent ces fortifications-là. Et les Ukrainiens, lors de leur offensive de l'été 2023, se sont heurtés avant même le mur de Surovikin. Ils sont tombés à côté de Rabotino et du Vernevka Saint, le Saint de Vernevka.
C'est là-bas qu'ils se sont essentiellement qu'ils ont perdu énormément de leur matériel, de leurs blindés Bradley là, de marque américaine et de leurs chars Léopard, etc. Et de leurs Challenger, je crois, a été détruit là-bas, parmi les Challengers qui ont été déployés. Ils ont perdu énormément de soldats lors de leur offensive de l'été 2023. Il y a même une zone à côté de Rabotino qu'on appelle Bradley Square, la place Bradley. Parce que c'est là-bas que les Ukrainiens ont perdu énormément de voitures blindées Bradley. Mais avant qu'ils ne passent à leur offensive de l'été, les Russes avaient attaqué la ville de Bakhmout. Avant Bakhmout, ils avaient pris une Soledar, qui est un endroit où il y avait beaucoup de sel qui se faisait là-bas. La presse occidentale avait dit que ça n'a aucune importance, même pas symbolique. Quand les Russes ont conquis Bakhmout, qui s'appelle aussi Artyomovsk, Artyomovsk pour les Russes, ils ont dit que ça n'a aucune importance. C'est seulement un truc que Vladimir Poutine mettra sur son truc là pour dire que voilà, j'ai eu à conquérir Bakhmout. Ils avaient conquis Topiamak, Mariupol et Soledar, plutôt Zaporizhzhia, autant pour moi, qui sont au sud. Pour comprendre cette guerre-là, il faut faire la distinction. L'Ukraine aussi est très vaste, le front étant très vaste. Il y a une partie du front qui se trouve au sud, tout à fait au sud de l'Ukraine, qui est dans la zone de Zaporizhzhia. C'est là-bas que se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhia que les Russes ont conquise depuis longtemps. Et qui se trouve aussi dans la région, dans la province de Zaporizhzhia. À côté, il y a ce qu'ils appellent, toujours au sud, il y a ce qu'ils appellent la zone de Kherson. Les Russes s'étaient retirés d'ailleurs de la ville de Kherson. Parce qu'attention, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie et l'Ukraine, c'est pas comme ici, c'est nous au Sénégal, où c'est des savanes à perte de vue et du sable à perte de vue pour beaucoup de zones. Non, là-bas, il y a énormément de fleuves, de lacs, de rivières. C'est pourquoi même d'ailleurs l'armée allemande, lorsqu'ils étaient dans cette zone-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris des tonnes et des tonnes de sable de limon qui était fertile, énormément fertile. Parce que le limon qui est là-bas dans cette zone-là de Donbass, qu'ils appellent Donbass, est extrêmement fertile. Les Allemands avaient amené ça en Allemagne pour pouvoir renforcer, accroître les rendements de leur terre allemande. Bref. Il y a cette zone-là donc, dont j'ai parlé, au sud, qui est Zaporizhzhia. En allant un peu plus vers le truc, c'est Kherson qu'on a. Maintenant, il y a deux parties. Il y a un fleuve qui sépare Kherson de Kherson City, de la ville de Kherson, dont les Russes s'étaient retirés vers la fin 2022. Il y a aussi, après cette zone-là, il y a le Rabotino, la zone de Rabotino, et le saillant de Brenevka dont on avait parlé tout à l'heure, où était essentiellement concentrée la contre-offensive ukrainienne, l'offensive ukrainienne de l'été de l'année dernière, de 2023. Et lorsqu'on remonte plus au nord de cette zone, on va vers le sud de ce qu'ils appellent le Donbass. Le Donbass, en fait, c'est constitué de deux régions. L'une des régions est appelée le Donetsk, et l'autre région, c'est le Lugansk. Maintenant, au sud du Donbass, il y a une zone qu'on appelle, il y a les villages qui sont appelés Konstantinovka et d'autres, il y a Ugledar et autres. Et les Russes sont sur le point de reprendre Ugledar. Ils ne sont pas très loin d'Ugledar pour le moment, mais leur objectif prochain dans cette zone-là, c'est de couper Ugledar. Et ça, c'est dans le sud du Donbass. Et c'est dans le sud de Donbass, cette zone-là dont on parle, Konstantinovka et autres là. Bon, mais les Russes, après avoir pris toutes ces grandes trucs-là, ils ont récupéré Avdiivka. Avdiivka, c'était de fortes fortifications. C'était de grandes fortifications qu'il y avait à Avdiivka. Les gens se disaient que non, les Russes ne pourraient jamais prendre ça parce qu'il y a un moment de fortifications et les Ukrainiens étaient bien ancrés là-bas dans Avdiivka, dans leurs tranchées et autres. Les Russes sont parvenus à prendre ça parce qu'ils ont énormément de matériel qu'ils ont mis au point depuis leur pause. Ils ont mis au point des FAB, ce qu'ils appellent des bombes qu'ils appellent FAB, Flying Aerial Bomb. Il y en a qui les plus petites, je crois, pèsent 250 kg. Il y en a qui pèsent 500 kg. Il y en a qui font 1500 kg, une tonne et demie des FAB. Il y en a même qui font 3000 kg qu'ils ont commencé à produire. Ce sont ces FAB-là qui détruisent les tranchées. Ils en ont d'autres, des MLRS qu'ils appellent les MLRS des dragons, comme ils appellent
flamethrowers, les dragons qui jettent des flammes, autrement dit, lance-flammes, des lance-flammes TOS. Ils se servent énormément de dragons, d'obus, MLRS, multiple launch rocket system, multiple launch rocket system, des systèmes de lancement de roquettes multiples. Et ils ont aussi construit énormément de drones parce que cette guerre-là, dont parlent les Américains et les Occidentaux là, ils n'ont aucune expérience de cette guerre, que ce soit les Français, les Européens ni les Américains. Je me rappelle même, pour pouvoir vous faire un point de vue, une idée de ce que c'est que la guerre ukrainienne, il faut écouter des gens, pour ceux qui ont les moyens de le faire, parce que c'est là, ces gens-là s'expriment en anglais. Le lieutenant-colonel Douglas McGregor, qui est un lieutenant-colonel de l'armée américaine, à la retraite, qui a fait la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en Irak, ce qu'ils appellent Desert Storm, la tempête du désert, qui a écrit énormément de livres. Il faut écouter souvent ce lieutenant-colonel Douglas, c'est Douglas McGregor. Ou bien écouter Scott Ritter, qui a été aussi un officier de la marine américaine, qui a fait la première guerre du Golfe, qui était aussi inspecteur pour le désarmement de l'Irak des Nations Unies, qui a servi dans l'armée, dans la marine américaine. Scott Ritter, mais ces derniers s'expriment en anglais. Hein. Bon, dans une chaîne, dans un site où il y a Danny Haifan. Ou bien écouter de Larry Johnson, qui a travaillé à la CIA avant de prendre sa retraite. Larry Johnson. Ou bien McGregor, qui a travaillé aussi au niveau des renseignements américains, avant de prendre lui aussi sa retraite. Ou le lieutenant-colonel Daniel Davis, qui fut aussi un officier de l'armée américaine. Tous ces gens-là vous tiennent le même discours. Que même l'OTAN, certains même d'entre eux disent que ce n'est pas à la France d'aller former l'armée ukrainienne, c'est plutôt c'est à l'armée ukrainienne de former les Français parce qu'ils ont une expérience que les Français n'ont pas. Parce que cette guerre qui est en train de se faire là, c'est une guerre où il y a énormément de ce qu'ils appellent First View Drone, First Person View, FPV drones. Il y a énormément de drones First Person View que utilisent aussi bien les Russes que les Ukrainiens. Il y a aussi les Russes utilisent d'autres drones qu'ils appellent Lancet et d'autres drones qu'ils appellent Zalaya, je ne sais plus quoi. C'est une guerre donc qui ne peut pas progresser au même rythme que les guerres que vous avez vues à la tempête du désert où c'était l'armée américaine et puis toutes les armées européennes contre l'Irak qui n'était qu'une petite armée qui n'avait même pas d'armes. Ça ici, la progression est très lente parce que sinon, les first person view, les drones, une fois qu'ils ciblent, qu'ils voient des soldats, leur tombent dessus. Les Ukrainiens avaient énormément de drones dont ils se sont servis. Les Russes aussi en ont énormément maintenant. Et c'est dans des zones, ces guerres se mènent dans des zones où il y a des lacs, des fleuves, des rivières. Il y a même énormément de pontons que les Russes ont détruits, de pontons de l'armée ukrainienne, que les Russes ont détruits ces temps-ci, dans la zone de Kharkov. Bon, je continue dans la géographie, dans l'explication géographique que j'étais en train de faire. Donc dans la zone de Donbass, là, le sud de la zone de Donbass, c'est la région de Donetsk. Au nord, c'est Lugansk. C'est dans Lugansk que se trouvent les Bakhmut et autres. Et Tchasovyar, dont je vais parler tout à l'heure. Et ensuite, il y a Kupiansk qui est tout à fait au nord de cette zone de Donbass. Puis, c'est la région de Kharkiv que les Russes ont attaqué ces temps-ci. Kharkiv ou Kharkov, selon les prononciations. Les Russes donc sont en train d'attaquer sur une ligne de front de plus de 1200 km. Et ils ont des armes, des missiles, à n'en pas finir, des Skander missiles qui font plus de 9000, des Skander, des missiles Skander, missiles sol-sol. Aussi, ils ont aussi des missiles Zircon qu'ils lancent. Ils ont détruit complètement pratiquement l'électricité, les centrales électriques ukrainiennes, parce que l'Ukraine avant la guerre, je crois, avait dans les 55 millions de gigawatts d'électricité. Mais actuellement, ils sont descendus à 9 millions. D'après un journal ukrainien, je ne sais plus comment, Pravda, qui est en Ukraine. Donc, les Russes sont en train de mener une guerre terrible parce que c'est une guerre de principe. Il ne peut pas... Et maintenant à Kharkiv, qu'ils ont attaqué ces temps-ci, parce que Kharkiv, c'est à l'est, mais toutes ces zones dont je vous parle là, c'est dans l'est de l'Ukraine. Mais c'est réparti entre sud, centre, qui est le Donetsk, le Donbass, et nord. Nord qui est dans la zone Kupiansk. Et dans toutes ces zones, il y a des fleuves qui... Actuellement, les Russes ont attaqué à Kharkov une ville qui s'appelle Volchansk.
Le Volshansk qui est séparé, dont le fleuve Volch passe au centre de cette ville-là. Les Russes actuellement ont conquis le nord de Volshansk, presque tout le nord de Volshansk. Il y a une zone qu'ils appellent Citadelle et une zone qu'ils appellent Aggregat Plant, une usine qu'ils sont en train de conquérir. Et c'est des batailles terribles. Même ce qui dénote la terribilité, le caractère affreux des combats, c'est que même des commandants de la 79e brigade de l'armée ukrainienne, des commandants qui ont reçu le commandant Syrski, Alexandre Syrski, qui est le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, c'est celui qui a remplacé Zalouzny dont Zelensky s'était débarrassé il y a quelques mois. Commandant Syrski était venu parce que le commandant refusait d'amener les nouvelles recrues vers le front parce que ces nouvelles recrues n'avaient aucune formation militaire pratiquement. Et c'est la 79e brigade qui a écrit ça dans son site internet. Et qu'ils ont dit que maintenant que beaucoup de brigades même en Ukraine sont en train de constater que leur combativité est en train de décroître terriblement. Et d'ailleurs, dans la zone de Kharkov, il y a même des bataillons entiers qui ont été éliminés. Et même, il y a des bataillons qu'on a retirés, puis je crois 4 bataillons au niveau de la zone Kharkiv, pour qu'ils fassent leur refit, autrement dit, pour les remettre à truc parce qu'ils ont perdu énormément d'hommes. Et d'ailleurs, avant-hier, d'après le ministère de la Défense russe, les Ukrainiens avaient perdu hier plutôt 2550 soldats. Quand je vous parle de pertes, c'est-à-dire c'est entre morts et blessés graves. C'est le record de leurs pertes journalières, 2150. Avant, c'était autour de 1500 pertes, morts comme blessés graves. L'armée ukrainienne est en train de vivre en quelque sorte, d'après des gens commentateurs comme moi, l'armée ukrainienne est en train de vivre ces derniers jours, pour ne pas dire ces derniers jours, peut-être c'est trop parlé, mais en tout cas ces derniers instants. Et même, il y a des policiers ukrainiens, même des trucs qui ont pris un bus pour aller se rendre vers la Hongrie afin d'échapper. Pour vous montrer combien la situation est gravissime au niveau de l'Ukraine. Mais il semblerait, le Washington Post l'a révélé, et le sénateur Lindsey Graham aussi l'a révélé dans une interview qu'il a accordée à CBS News. Il a dit que c'est parce qu'il y a des trillions. L'Ukraine est une mine d'or, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des trillions de valeurs qui sont là-bas, trillions. Des douzaines, il a dit qu'il y a à peu près même les estimations les plus conservatrices parlent de 12 trillions de dollars pour ce qui est des terres rares qui sont en Ukraine, du cobalt, du titane et d'autres terres rares, du lithium aussi. Et que c'est la raison pour laquelle l'Occident ne peut pas laisser l'Ukraine entre les mains des Russes. Les Russes ont toutes ces terres rares. On en a foutre, mais c'est ce que Lindsey Graham a dit. Le sénateur Lindsey Graham dans une interview à CBS News. Je crois que c'était avant-hier ou de toute façon ou bien le week-end. Mais donc c'est pour des raisons purement pécuniaires qu'ils sont en train de faire la guerre là-bas, pas pour des raisons pour sauver la démocratie en Ukraine. De toute façon, il n'y a même pas de démocratie en Ukraine. Zelensky, son mandat déjà a expiré et il n'y a pas d'élection. C'est ça une démocratie. Et il a même limogé un de ses, je ne sais plus, quelqu'un qui était... Il commence à limoger des gens, il a même sorti une loi bien avant que son mandat n'expire pour dire qu'on ne tolère plus d'opposition politique dans son pays. C'est ça la démocratie qu'ils défendent. Et même BlackRock a acheté pour plus de 200 milliards là-bas, a fait des achats, des trucs là-bas pour prêter de l'argent à l'Ukraine pour 200 milliards, je crois, de dollars. Ce qui est, je crois, le double du PIB ukrainien. Très chers amis, voilà donc telle est la situation géopolitique mondiale. La Russie ne va jamais, la Russie demande depuis longtemps des négociations, l'ouverture des négociations, parce que cette guerre ne l'arrange pas. Mais les Occidentaux, eux, ont cru que non, et c'était l'occasion de rêver qu'ils étaient détenus pour pouvoir faire tomber la Russie. D'ailleurs, le ministre français de l'économie disait que nous allons transformer the ruble into rubble. Nous allons transformer le rouble en débris. Rubble qui veut dire débris en anglais. Ils avaient cru qu'avec les sanctions, la Russie ne tiendrait même pas un mois. Et ces sanctions se sont retournées contre les Européens. Maintenant, l'énergie qu'ils avaient
que les Russes même leur donnaient avec des rabais, que ce soit pour le pétrole, le gaz. Maintenant, ils sont obligés d'aller acheter ça ailleurs, plus cher. Et même sont même en train d'obliger d'acheter du pétrole et le truc russe aux Indiens à un prix beaucoup plus cher qu'ils ne l'auraient fait avec s'ils avaient acheté directement à la Russie, à cause de leurs sanctions bordéliques et merdiques. C'est pourquoi lors de ces élections européennes, les électeurs ont tourné le dos aux partis, à tous ces partis qui se disent de la gauche. La gauche, il n'y en a même pas en Occident, en Europe. Tous ces partis de gauche là, c'est des partis qui défendent uniquement le néolibéralisme depuis plus d'une décennie. Que ce soit le PS français depuis Mitterrand, c'était les ardents défenseurs du néolibéralisme. Qu'ils sont en train de défendre le néolibéralisme ou bien de défendre de parler de mariage pour tous, etc. Alors que pendant que les gens meurent de faim, meurent de famine, meurent de soif, parce qu'ils ne sont pas traités dans les hôpitaux, ils parlent de défendre les homosexuels, alors que les urgences se situent ailleurs. Pendant qu'ils oubliaient la Palestine pendant des décennies. 1947, depuis la Nakba jusqu'à présent, la Palestine est massacrée, les jeunes Palestiniens sont assassinés. Ça n'a jamais secoué les Européens. Parce qu'ils sont racistes, comme le Césaire le disait. Césaire disait dans son discours sur le colonialisme, ce que l'Europe blanche ne peut pas pardonner à l'Allemagne nazie, c'est que l'Allemagne nazie ait fait à l'Europe blanche ce que l'Europe blanche elle-même a toujours fait, s'est toujours comporté concernant les peuples autochtones colonisés. Ce que l'Europe ne pouvait pas pardonner à Hitler, c'est que Hitler ait fait et massacré des Blancs, alors que les Blancs pensaient que c'était seulement les autres qui devaient être massacrés. Mais c'est pourquoi quand on massacre des Palestiniens, ça ne les remue pas. Ils ne sont pas émus par cela. Donc, chers amis, comprenez que la situation est en train d'évoluer positivement en faveur de la Russie au niveau du conflit ukrainien. Et que l'armée russe est plus que jamais forte aujourd'hui qu'avant. C'est une armée qui, avec 170 000 personnes, avait voulu attaquer l'Ukraine en 2022. Maintenant, c'est une armée qui a pratiquement 1 200 000 soldats. Donc, les dés sont jetés. La messe est dite. D'ici quelques jours, nous nous retrouverons pour échanger davantage encore sur la situation géopolitique mondiale. Et avant de finir, je vous dirai que la réunion qu'on va se convoquer à Luzerne en Suisse sur les propositions de paix de l'Ukraine là, de Zelensky, pratiquement a été boycotté par la plupart des pays. Il y a 93 pays qui avaient décidé de venir, mais finalement ils se retrouvent avec 70 pays. D'après, je crois, un journal suisse dont j'ai oublié le nom. Beaucoup de pays, la Chine ne se déplace pas. Même Joe Biden va envoyer sa vice-présidente. Il ne part pas. Les Chinois ne partent pas. Les Sud-Africains ont refusé de partir. Beaucoup de pays du Sud global, de la Sud majoritaire, là, ont décidé de boycotter parce que ces pays du Sud global aussi, Sud majoritaire aussi, ont raison. Parce que l'Europe ne s'est jamais souciée des problèmes du Sud. On est en train de vivre une dette colossale, une dette que nous ont imposé les colons, à l'aide de leur Fonds monétaire international, qui n'est qu'une marionnette à leur service, qui n'est là que pour appauvrir les pays du Sud, les FMI comme la Banque mondiale. Et donc, les pays du Sud global ont raison de boycotter cette conférence de Luzerne. On se retrouvera ces prochains jours et on échangera davantage. Merci, au revoir.